Et donc, je vais laisser la parole maintenant pour conclure à Catherine Pogam. Bon, je vais faire très vite parce que la journée a été longue, elle a été intense. Je vais commencer. Alors là, tout de suite, je remercie pas Marie qui m'a un peu plombé la fin, mais je vais y revenir. Je vais remercier évidemment nos organisateurs, les équipes de la DAJ, toutes les personnes qui sont venues, les modérateurs, les orateurs, issus du cercle de l'institution et ceux qui sont venus en dehors du cercle de l'institution. Donc, merci de nous avoir apporté votre éclairage. Et puis, je vais remercier les équipes qui ont accepté de partager leur expérience. J'ai bien entendu, Marie, ce que vous avez dit, et je ne crois pas qu'il soit question d'opposer des douleurs ou des souffrances des uns ou des autres. En tout cas, si c'était le cas, ça serait une erreur. Je vous rejoins là-dessus. Néanmoins, je pense, pour avoir été confrontée à titre personnel, je pense que la plupart d'entre vous savent que je suis anesthésiste réanimateur et ancien chef de service. Je sais à quel point ces situations mettent des équipes médicales, paramédicales et les familles en tension, en souffrance. Donc, il ne s'agit pas du tout d'opposer quoi que ce soit. Et tout le monde est à la... Je vais reprendre un mot de Marie-France Mamzer, peut-être à la fin. Ces conflits, même s'ils ne vont pas jusqu'à la judiciarisation, laissent des traces. Laissent des traces parce que quelque part, dans tous les cas, il y a un sentiment de se dire qu'est-ce qu'on a loupé, ou est-ce qu'on peut-être qu'à un moment il y a un truc qu'on n'a pas bien fait. Il faut partir du principe que les soignants font du mieux qu'ils peuvent. Ils peuvent faire des erreurs, ils peuvent ne pas bien faire un truc, ils peuvent passer à côté. Ça, personne n'est parfait et c'est certain. Mais quand on est dans l'idée qu'on essaie de bien faire, et moi, vous me connaissez, Marie, je pense que c'est la majorité des gens qui ont envie de bien faire chez les soignants, et qu'on se retrouve confronté à ça, ça nous tombe un peu dessus. Alors des fois, je ne vous le cache pas, en tant que chef de service, je savais très bien où ça allait frotter. Et ça, c'est notre boulot de communauté médicale, paramédicale, de se former. C'est mon premier message. On se forme, ça a été évoqué notamment ce matin dans le topo de Mathieu Ledors sur les pistes pour limiter ce risque. Se former à écouter, se former à comprendre. Après, pour s'armer, quand on doit faire face à, je vais reprendre des termes qui étaient dans les diapos de Mathieu, le choc des subjectivités, ça c'est dur. Non, dans 2 minutes, on prend la 13, promis. Mais d'abord, ici, c'est la 9. Et non, même pas, c'est la 8. Et donc, ce choc des subjectivités, c'est vraiment quelque chose qui est challengeant pour les équipes et auquel probablement on a vu tout à l'heure avec le topo dans l'après-midi de ce que la médiation, justement, pouvait potentiellement apprécier, y compris dans des médiations, dans des situations où on est sur de l'interculturalité ou plutôt de cultures qui sont a priori sur des voies parallèles avec très peu de chances de se rencontrer. Et on voit que là, il y a un travail absolument énorme à faire. Par chance, et vous l'avez dit, ces situations, elles sont peu fréquentes et la partie même qui aboutit à la judiciarisation encore moins fréquente, même si elles semblent être un peu plus. Je ne vais pas rentrer dans les raisons pour lesquelles elles sont un peu plus. Il y a des associations avec des chronologies dans le temps. Et ça peut être des raisons, ça peut être d'autres choses qui sont sous-tendues ou d'autres biais. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que dans tous les cas, autant on voit bien qu'on est, je finirai là-dessus, assez armé maintenant sur la connaissance de la procédure. Et c'est assez clair comment on s'y prend, comment on doit faire, comment le côté collégial, le deuxième avis, ça c'est relativement clair. Et on voit bien qu'on reste, et même si le droit est de plus en plus précis, cette notion d'obstination déraisonnable reste le sujet. Moi, je me dis, c'est peut-être bien que ça ne soit pas le droit qui nous dise ce que c'est exactement. Peut-être qu'il ne faut pas non plus, et je retiens ce qui a été dit, peut-être changer un peu de terme. En tout cas, dans l'approche qu'on a des familles sur l'utilisation de ce terme, qui parfois est un peu vécu comme quelque chose qui est un peu couperet, sanction. Et puis, je finirai peut-être là-dessus, sur le fait qu'effectivement, le mot limitation thérapeutique ou arrêt de soins, je pense que c'est le pire mot qui existe. Parce qu'en fait, on n'arrête jamais de soigner. Et
Et je vais finir avec ma petite anecdote. Un jour, en m'adressant à un PU de chirurgie digestive extrêmement capé, avec lequel on avait régulièrement, à l'occasion de diffusion, nous réanimateurs, on se disait, en fait, là, on est au bout, ce qu'on fait va pas servir à quelque chose, on est arrivé dans quelque chose qui est artificiel et un maintien en vie artificiel et la probabilité que la personne s'en sorte. Et donc, on disait qu'on allait probablement limiter les soins, ça le faisait bondir. Il n'en est pas question. Comme c'était quelqu'un d'intelligent et de fin, au bout d'un moment, je me suis dit, je ne comprends pas ce qu'il ne comprend pas. Et puis, un jour, je dis, mais en fait, on n'arrête pas les soins. On continue à la soigner, on va l'accompagner, on va probablement enlever des choses qui pour l'instant sont devenues futiles parce qu'elles ne servent plus à rien. On va l'accompagner, on va accompagner sa famille dans ces derniers moments et on sera là pour prendre en charge sa douleur, faire notre boulot, parce que notre boulot, c'est d'accompagner aussi. Et après, on n'a plus de sujet. Et donc, je pense que dans la série des petits mots aussi qui participent et qui a un certain nombre de potentiellement conflit, ou en tout cas au minimum mauvaise compréhension, on a ce mot limitation et arrête soin parce qu'on n'arrête jamais les soins. Je m'arrêterai là-dessus, moi.